Là, on arrive vers la fin juillet, le système est de mieux en mieux maîtrisé, mais ça coule encore. Le 5 août, le puits est fermé et ça s'arrête. Donc, les moyens terrestres et maritimes, fluviaux de reconnaissance sont très très importants qui sont mis en œuvre. Ici, on a de la reconnaissance aérienne, de l'épandage de dispersants par avion et par bateau. On a des dispersants qui sont injectés directement par des bateaux conteneurs, hein, des barges, pour disperser le pétrole à la source. De la récupération en mer avec des barges et des systèmes de pompage des émulsions, toujours de la récupération en mer. On voit les efforts absolument considérables qui sont entrepris. Là, j'ai oublié ça, qui est quelque chose d'important. Les États-Unis ont décidé de mettre le feu au pétrole, et donc ils ont de cette façon brûlé à peu près 40 000 mètres cubes. Donc tout un travail d'identification de zones sensibles, de protection de ces sites sensibles avec des barges permanentes pour éviter à l'huile de rentrer, des barges flottantes ou bien des barges fixes. Donc ici on a des barges d'adsorbants. Donc on voit bien l'utilisation d'adsorbants, c'est dans une configuration où il n'y a pas trop de pétrole qui arrive. Quand il y en a plus, eh bien, on va mettre des dispositifs fixes plus solides pour éviter les grandes quantités de rentrée. Et ça a été fait également de très nombreuses fois sur de grandes zones côtières. Évidemment, des opérations de nettoyage quand la pollution arrive, parce qu'elle arrive, et elle est arrivée un certain nombre de fois et d'endroits, en particulier dans les zones et les stations balnéaires. Un système de gestion des déchets qui est toujours un gros problème en cas de marée noire, qui a été dans ce cas-là absolument remarquable, géré par les autorités également, des soins apportés aux oiseaux et aux différents animaux. Alors ici on a une statistique importante sur laquelle je voudrais m'arrêter un petit peu. Ont été trouvés 6000 oiseaux morts et 2000 oiseaux vivants, dont plus de la moitié des oiseaux ont pu être relâchés vivants dans de bonnes conditions. Les tortues, on en a trouvé à peu près autant de morts que de vivants, et sur les 500 vivantes qui ont été trouvées, 300 ont été relâchées. Les dauphins, il y a une centaine qui ont été trouvés morts, et un alligator qui a été trouvé mort, et un vivant. Donc quand on fait la somme de tout ça, c'est un peu une liste à l'après-vert, mais on n'arrive pas à 10 000 animaux morts. Dans les naufrages de l'Amococadis, de l'Erika, on comptait les animaux morts en centaines de milliers. Juste pour faire prendre la mesure des choses. Je ne veux pas avec ça minimiser l'impact environnemental. Je veux juste dire que le fait que la source n'ait pas été ponctuelle et a été loin des côtes a fait que l'impact sur la faune a été relativement modéré. Tout un programme d'analyse et de mesure, d'échantillonnage pour vérifier l'impact réel. Une chose importante, ce sont les personnes, les moyens qui ont été mis en place au cours du temps. Et je voudrais peut-être que vous reteniez 2 chiffres. Il y a eu jusqu'à 50 000 personnes qui sont intervenues sur la pollution et presque 7 000 bateaux.
C'est quelque chose d'absolument unique et qui retrace l'importance et l'attention qu'ont eu les autorités américaines pour réduire l'impact environnemental et le maîtriser. Donc, juste quelques mots sur l'impact financier que ça a eu. Le coût de la marée noire, tout d'abord. BP a provisionné 41 milliards de dollars sur ses comptes. Le 31 décembre 2010, donc l'année en cours, elle en avait dépensé la moitié. Le président Obama a créé un fonds d'indemnisation aux victimes. Et il y a eu, pour faire face à tout ça, BP a dû vendre 30 milliards de dollars d'actifs. Donc ça a eu un impact important, 15% sur sa capacité de production pendant 2 ans. Donc quelque chose d'important. Quelque chose d'important, le Figaro, le 4 mai, donc 15 jours après la catastrophe, titrait 20 milliards de dollars de capitalisation envolée. En réalité, les choses sont devenues beaucoup plus graves. Là, j'ai pris un cours boursier sur 5 ans. On a là le krach boursier de 2008. Ici, la catastrophe du Deepwater. Et là, le krach boursier de l'été dernier. Vous voyez que pour BP, le cours de l'action a continué à chuter pratiquement jusqu'à ce que le puits ait été bouché. Et ça a eu un impact sur toutes les sociétés pétrolières. Total a baissé, Shell a baissé, Exxon a baissé. Donc voilà, un impact clairement sur toutes les compagnies pétrolières. En dehors de ça, il y a eu un moratoire sur la législation du forage offshore qui a été complètement arrêté, une forte refonte de l'administration américaine, des dossiers plus complexes et plus chers à monter, 20% plus chers, et donc vraiment, en plus de ça, des conséquences mondiales. Toutes les législations, en particulier en Europe et au Brésil, ont été revues à la suite de ça. Je saute ça. Malgré ça, l'exploration offshore a continué. Donc là, un exemple d'un puits qui a été fait en 2010 au Canada. Et ici, à titre d'exemple, le forage de puits au large des côtes guyanaises françaises, donc dans des conditions à peu près comparables, 2000 mètres d'eau, 4000 mètres de roche, et là on se situe à 160 km des côtes. Donc en France, cette opération a suscité un véritable débat environnemental sur le deep offshore, comme il l'a fait sur les gaz de schiste. Et si vous vous souvenez, l'année dernière, il y a même eu une proposition de loi visant à interdire les deux types d'exploitation de ressources hydrocarbures en France. Voilà, donc je voulais terminer par le rappel que ça a eu des implications politiques fortes. Le président américain s'est impliqué dans le système, il est allé de nombreuses fois sur le terrain pour se rendre compte personnellement de l'ampleur des dégâts et puis pour poursuivre l'avancée des travaux. Et il n'a pas hésité non plus à la fin quand le puits a été fermé, à redonner confiance aux gens en allant se baigner dans le golfe du Mexique le 15 août. Donc voilà, je voulais vous remercier pour votre attention et terminer là-dessus. Bon, je pense qu'il y aura certainement beaucoup de questions. C'est vrai que les catastrophes, c'est quelque chose d'impressionnant. Ce qui est impressionnant aussi, on l'espère, c'est les leçons qu'on en tire.
Moi, ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, avec des marées noires, on a l'impression que bon, les catastrophes se reproduisent. Bon, alors elles n'ont pas sans doute les mêmes origines. Et là, ce qui est en cause, apparemment, c'est la recherche et l'exploitation du pétrole en eau très très profonde, peut-être. Alors j'ai envie de poser la première question, ça peut nous permettre de réfléchir aux suivantes, mais est-ce qu'on peut dire que c'est la première grande catastrophe de cette exploitation profonde en mer du pétrole? En tous les cas, la première grande catastrophe médiatisée. Il y a eu d'autres catastrophes, je vous en ai présenté deux exemples, celle qui a eu lieu en Australie. Il y a peut-être un peu moins de profondeur d'eau, je ne me souviens plus de la profondeur d'eau, c'était quelques centaines de mètres. Et puis la catastrophe beaucoup plus grave d'Ixtahuacan au Mexique. Donc des accidents de forage, il y en a eu, et qui ont eu des impacts environnementaux. Je me souviens qu'au moment de Macondo, le responsable BP Forage a été remercié et, au bout de quelques semaines, et il a été remplacé par le responsable BP Forage pour l'Afrique. Et je ne me souviens plus du nom de ce monsieur, mais allez, disons, c'était quelqu'un qui avait l'air assez jeune, allez, disons qu'il avait 55 ans, qui a commencé sa carrière à 25, donc il avait 30 ans d'expérience, et à ce moment-là, il avait comme garantie de ses compétences le fait d'être intervenu sur une quarantaine de puits qu'il a dû tuer. Ce qui veut dire que BP a eu 40 incidents sur des puits qu'il a fallu fermer en 30 ans, au moins. Donc, ce qui veut dire, et là, je ne suis absolument pas un expert en forage, mais quelqu'un qui écoute ce qui se dit et les informations disponibles dans les médias, si c'est vrai. D'abord, ces incidents n'ont pas entraîné de pollution, et l'industrie sait les gérer sans qu'il y ait d'impact environnemental. Donc c'est de la technologie, et de la technologie qui est maîtrisée, à moins qu'il y ait un enchaînement de circonstances catastrophiques. Il semble que là, la prise de risque était forte quand même, puisque bon, on analyse cette catastrophe et on débouche sur un moratoire. Le moratoire a été immédiat. Le moratoire, ça a été on arrête tout tant qu'on n'a pas compris ce qui s'est passé. Bon, je suis d'accord que, comme vous l'avez montré, 8 portes qui s'ouvrent, ça fait une probabilité extrêmement faible que de telles circonstances se reproduisent, mais bon, quand même. Mais ça a eu lieu. Je suis d'accord avec vous. Justement, je souhaitais connaître ces 8 portes, ou ces 8 causes, ou ces 8 défaillances qui ont produit cette catastrophe. Ça, c'était ma première question. D'accord. La deuxième, c'est, vous aviez posé une question dans votre titre, et vous aviez promis d'y répondre à la fin. Je n'ai pas cru comprendre ou entendu la réponse à votre question initiale. Et vous avez proposé une diapo avec la Guyane, et je n'ai pas compris tout à fait la relation entre cette diapo et des propositions de loi à l'Assemblée nationale française. Alors, il y a trois choses dans la question de monsieur. Bon, au moins. Une des raisons des gens qui ont déposé la proposition de loi en France, c'était de dire que le deep offshore était dangereux et qu'il ne fallait pas le faire. Voilà. Donc, et la raison pour laquelle le deep offshore était dangereux, c'est l'accident de Macondo. Donc le lien est absolument direct et affiché. Pardon ?
Non, c'était une proposition de loi faite par l'opposition parlementaire actuelle, qui a été rejetée. Alors, ensuite, vous cherchez la diapositive des 8 portes. Les 8 portes. Où sont les 8 portes? Elles sont là. Alors, la première, c'est une problématique sur la qualité du ciment dans le fond du puits. Et c'est à la fois lié à est-ce que le ciment était le bon ciment. Alors, il y a des spécifications très particulières que je ne connais pas, qui sont liées aux pressions, aux températures et à la porosité des roches. Et donc en particulier, s'il y a eu une fracturation hydraulique, il faut prendre d'autres ciments. Ça, c'est une première chose. Est-ce que c'était le bon ciment? Ensuite, on a ici une question de barrières mécaniques. Alors, les barrières mécaniques, c'est à l'intérieur du puits, tout le long du puits, il y a des équilibrages de pression entre le bas et le haut, et il se peut qu'il y en ait certaines qui ont lâché. Donc ça. Ensuite, ici, au cours des événements successifs qui ont eu lieu, il y a eu des tests de pression, toujours liés à ce problème. Est-ce qu'il y a eu de la fracturation hydraulique ou pas, tout en bas. Et on n'est pas tout à fait sûr que les tests de pression ont été faits correctement. Ici, c'est le monitoring des paramètres du puits. Donc là, on est dans l'intervention, il y a de l'humain à chaque fois. La réponse ici au contrôle fait sur le puits, donc on a une information, il y a une anomalie, est-ce qu'on fait la bonne action ou pas? Ensuite, là, ça c'est quelque chose d'assez dramatique. Quand les fluides sont remontés jusqu'en haut, ils ont pris l'opérateur responsable du bassin de séparation des bouts de forage, a vu du gaz et du pétrole monter, et il a pris la décision de laisser le pétrole et le gaz dans le bac à bout qui est fermé. Hein. Et la pression a monté là-dedans. Il a pris cette décision pour éviter une pollution. Ensuite, et c'est ça qui va déclencher